Bonjour à tous et d'abord un grand merci pour votre fidélité à La Voix est libre. LVEL spécial ce matin consacré aux élections départementales dans la Loire, car ne l'oublions pas, les 22 et 29 mars prochains, nous votons. Enfin, quand je dis nous, je dois quand même préciser que les électeurs de l'agglomération lyonnaise ne sont pas concernés en raison de la fusion-absorption, pour reprendre un terme de la finance, d'une partie du département du Rhône dans la métropole de Lyon. Bonjour Paul. Bonjour Olivier. Cette élection départementale, Paul, c'est une première dans l'histoire de notre pays. Oui, alors on la connaissait quand même déjà, cette élection départementale, sous le nom d'élection cantonale. C'est juste en fait un changement de dénomination. Dans les cantons qui existent toujours, on va désigner cette fois des conseillers départementaux qui vont siéger au conseil départemental, qui ne s'appelle donc plus général. Vous l'avez compris. Les départements, eux, tels qu'ils ont été créés à la Révolution, sont toujours là. Une nouveauté importante, fini les renouvellements par moitié. Tout le pays va voter cette fois en même temps, à deux exceptions près, Paris. Et donc, ça c'est nouveau, les électeurs de la métropole lyonnaise, vous l'avez dit, les conseillers départementaux seront élus pour 6 ans. Et à nouvelle élection, nouveau mode de scrutin. Ah, on est très fort en France pour les nouveaux modes de scrutin. Celui-là, il est unique au monde. On l'appelle le scrutin binominal mixte majoritaire à 2 tours. Bien joué. Ce qui fait beaucoup de mots compliqués dans une seule phrase, vous en conviendrez. En clair, chaque canton est représenté par un couple, un binôme de candidats, un homme et une femme. L'idée, c'est que la parité soit imposée désormais dans les assemblées départementales où les femmes étaient très minoritaires puisqu'elles ne représentaient que 13% des élus. Majoritaire à 2 tours, c'est comme une élection assez classique. Pour se qualifier au deuxième, il faut être dans les 2 premiers, soit obtenir 12,5% des inscrits. Avec une abstention attendue de 50%, vous voyez le problème, il faudra de 25 à 30% des voix pour se qualifier, ce qui va réduire considérablement le nombre de triangulaires possibles. C'est d'ailleurs le but. Comme il y a 2 fois plus de conseillers par canton, eh bien on a donc divisé par 2 le nombre de cantons pour conserver à peu près le même nombre d'élus. C'est des mathématiques assez simples. Niveau CM2. J'essaie de suivre. Dans la Loire, jusqu'à aujourd'hui, par exemple, il y avait 40 cantons. Il y en a désormais 21 pour 42 élus, c'est 21 x 2. Au total, dans ce département, ils sont 180 candidats à se présenter pour le premier tour qui aura lieu, vous l'avez dit, le 22 mars. Et 4 d'entre eux sont avec nous aujourd'hui. Chacun représente une formation politique ou une union de partis engagés dans ce scrutin. On vous les présente par ordre alphabétique. Bonjour Bernard Bonne. Bonjour. Vous êtes docteur Bonne d'ailleurs, car vous êtes médecin de profession, très longtemps maire de Bourg-Argental. Vous êtes le président du Conseil général de la Loire depuis 2008 et l'UMP. Vous représentez également l'Union pour la Loire, l'UPL, qui rassemble aussi des candidats de l'UDI et du MoDem, mais pas partout. Marc Petit, bonjour. Vous représentez le Front de gauche. Vous êtes également le maire de Firminy, vice-président de Saint-Étienne Métropole et conseiller général sortant. Bonjour. Bonjour Sophie Robert. Bonjour. Vous êtes, quant à vous, la patronne du Front National dans le département de la Loire, où vous avez Oui. succédé à l'historique Charles Perrault. Vous siégez également au Conseil régional Rhône-Alpes et dans la vie, vous êtes chef d'une entreprise artisanale. Et puis 4e invité de ce débat, Jean-Claude Tissot. Vous dirigez le groupe Gauche, démocrate et socialiste au sein du Conseil général de la Loire. Vous êtes maire de Saint-Marcel-les-Félines et vous représentez la liste Ensemble pour une gauche solidaire. Je rajoute 2 choses encore. Vous pourrez intervenir dans La Voix est libre via Twitter avec le mot dièse suivant, LVELRA. Et puis après le flash info de midi, il y aura le débriefing de LVEL avec Julien Corbière et Dominique Goubatian, 2 confrères de la presse locale qui du reste sont déjà en position d'écoute. Bonjour messieurs, rien ne devrait leur échapper. Voilà, les élections dans la Loire, on en parle aujourd'hui. Mais les départementales, est-ce que cela vous parle ? On vous écoute, ce n'est pas un sondage scientifique, mais un micro-trottoir réalisé ce mardi à Saint-Étienne par Fatima Bouyablane et Catherine Dole-Damiron. Non, ça me parle pas du tout pour l'instant. C'est les cantonales, là, il me semble. Le départemental, je ne sais même pas si on a un chef du département, peut-être pas. Ça va être pour le Conseil général, enfin en attendant les futures réformes régionales et les fusions départementales et régionales, mais oui, pour moi ça me parle. Il y a l'agrandissement des cantons, évidemment. Ils ont redivisé, c'est ça, les circonscriptions ou des choses comme ça pour les départementales, quoi. Ça va bouleverser un peu parce que dans les habitudes locales, on avait notre conseiller général, tout ça, donc ça va s'agrandir. C'est au mois de mars, non ? Non, je dis des bêtises, c'est ça ? Au mois de mars, je crois, ouais. Je ne sais pas trop qui c'est qui va se présenter, alors... Oui, tant qu'on ne sait pas qui va se présenter. Mais je vais voter quand même. Madame, messieurs, réaction en quelques mots après ce micro-trottoir.
Si je peux commencer. Je vous en prie, Madame Robert. On voit bien à la réaction des personnes que vous avez interrogées qu'effectivement, les gens sont attachés au département. Et ce qui est très amusant, c'est que autour de cette table, j'ai en face de moi des gens qui se présentent à une élection. Or, pour le département, ils savent qu'ils vont détruire le département. C'est ce qu'ils veulent faire. On le voit très bien avec cette réforme territoriale où, sous la pression de l'Europe, on veut faire une nouvelle organisation de notre territoire avec Europe, grande région, Rhône-Alpes-Auvergne, et après les communautés de communes, et on veut faire disparaître le département. On ne sait pas encore aujourd'hui quelles sont les compétences pour lesquelles on va se présenter. Alors, vous l'avez compris, le débat est lancé. Marc Petit, vous voulez réagir ? Excusez-moi, mais vos propos sont complètement mensongers. En tant que président du groupe Front de Gauche, en tant que maire, je me suis toujours battu contre la suppression du département. J'ai toujours agi non seulement pour le maintien des communes, de toutes les communes, et le maintien du département à tous les niveaux. Et qu'est-ce qui met en place cette réforme ? C'est le Parti Socialiste, il me semble, de Je ne M. suis pas Tissot. au Parti Socialiste, excusez-moi. Ah non, mais vous avez appelé à voter pour M. Hollande. Donc bien évidemment, on va essayer d'écouter faire partie de Sarkozy. Je vous avais demandé une réaction en quelques mots, catastrophique. mais c'est parti sur les chapeaux de roue, Jean-Claude Tissot. En quelques mots, merci. Bien évidemment, on est en train de vivre une réforme des collectivités, une réforme territoriale. La loi n'est pas votée, elle sera votée le 10 mars. Mais on connaît exactement les lignes, à quelques exceptions près. Les compétences, on les connaît bien évidemment, on les connaît, il faudra simplement que vous preniez le temps de lire les textes. Une chose est claire, c'est que le département se trouve renforcé, contrairement à ce que vous dites, dans ses missions premières et dans son pilier, dans ce qui fait sa vie, les solidarités des territoires et des hommes. Monsieur Tissot, néanmoins, celui qui dit suppression des départements en 2020, c'est bien Manuel Valls il y a quelques mois, on est d'accord ? Oui, mais dans quel... Enfin, encore, c'est-à-dire que c'est peut-être le dernier mandat de conseiller départemental. Aujourd'hui, une chose est claire, c'est qu'on se présente pour ce scrutin jusqu'en 2021. 2021, avec les compétences qu'on connaît. Rien n'est écrit, je n'ai rien lu qui permette de dire que le département sera supprimé en 2021. Allez, Bernard Bonne. Non, je crois, en dehors bien sûr des propos un peu excessifs de Madame Robert, Madame Robert, je crois ici, ce qui serait intéressant, c'est qu'on puisse tous parler sans être interrompus. C'est un débat. Bon, je crois que c'est intéressant. Et moi, ce que les citoyens demandent aujourd'hui, c'est plus une clarification des différentes compétences des collectivités. Et c'est ce qu'ils attendent. Effectivement, il y a certainement un gaspillage au niveau des collectivités aujourd'hui, parce que chacun a la clause de compétence générale, et que ce que nous demandons et ce qui est envisagé par les... générale, ça veut dire que tout le monde fait que tout le monde peut faire tout ce qu'il veut. Et ce que nous demandons, effectivement, c'est de garder le département, bien entendu, mais avec des compétences qui soient claires, qui soient distinctes de celles qu'ont les autres, et notamment la région. Alors, avant de parler, on y reviendra, hein, Madame Robert, je vous le promets, avant de parler d'un sujet qui est, lui, la préoccupation numéro 1 des Français, à en croire tous les sondages, à savoir l'emploi, le travail, le boulot. Un mot, Paul, sur le 42, le département de la Loire. Oui, depuis la création de la métropole de Lyon, le 1er janvier, la Loire est devenue, avec ses 771 000 habitants, le deuxième département le plus peuplé de la région, après l'Isère et à égalité avec la Haute-Savoie. Très peuplé et très urbanisé au sud, autour de l'agglomération stéphanoise, beaucoup plus rural en revanche au nord, dans le Rouennais. C'est un peu un département coupé en deux. Le nombre de demandeurs d'emploi dans la Loire a légèrement augmenté de 0,2% le mois dernier, alors que la tendance nationale, lui, est plutôt à la baisse. Il y a environ 39 000 chômeurs dans ce département. Sur un an, la hausse est de 4,8%. Mais contrairement à une idée assez répandue, le taux de chômage du département de la Loire est conforme à celui de la moyenne nationale, c'est-à-dire 10%. Le marché de l'emploi est caractérisé par une part des ouvriers plus importante qu'ailleurs en Rhône-Alpes. Inversement, le pourcentage des cadres et ce que l'INSEE appelle les professions intellectuellement supérieures est plus faible. Conséquence, le revenu moyen par foyer fiscal dans la Loire est plus bas que dans le reste de Rhône-Alpes. C'est 3 200 € annuels de moins en moyenne. Il y a également moins de foyers imposables dans la Loire que pour la moyenne régionale. En résumé, donc, c'est un département plus pauvre que le reste de la région, mais qui n'est pas forcément beaucoup plus touché par la crise. Alors, on en vient à notre premier thème. Question, que peut faire, qu'a fait, que doit faire le département pour défendre l'emploi? La parole d'abord à Bernard Bonne. Alors, oui, savoir d'abord que la compétence emploi n'est pas une compétence directe du Conseil général, c'est plus une volonté d'agir indirectement, c'est-à-dire en favorisant tout ce qui peut créer l'emploi. C'est-à-dire l'insertion et le traitement social du chômage. Il y a déjà le traitement social du chômage avec la responsabilité qu'on a au niveau du RSA.
Et puis il y a aussi toutes les actions qu'on mène sur le plan économique, c'est-à-dire que le département, sans que ce soit sa compétence obligatoire, a voulu s'occuper de l'emploi dans la Loire et a favorisé au maximum l'implantation des entreprises, a favorisé aussi par différents moyens tout ce qui pouvait créer de l'emploi dans la Loire. Et une des façons importantes aussi pour nous d'agir pour l'emploi, c'est de continuer à faire de l'investissement de façon importante. On a voulu consacrer une part importante de notre budget à l'investissement et surtout à l'investissement pour les tiers. Pour les tiers, c'est-à-dire les communes, les communautés de communes et les agglomérations. 87 millions d'euros, c'est ça? C'est ça, 87 millions d'euros d'investissement sur un budget total de 766 millions d'euros. Voilà, c'est ça. Mais ça permet surtout d'entraîner par un effet démultiplicateur un nombre d'investissements très importants dans la Loire. Jean-Claude Tissot, en a-t-on fait assez pendant 6 ans? Assez, bien évidemment non, mais pour reprendre les propos de M. Bonne, certes, le Conseil général a investi beaucoup d'argent dans l'aménagement des zones, par exemple, des zones d'activité. Mais aujourd'hui, véritablement, on a besoin d'emplois immédiats. Et on a des leviers au Conseil général, on aura des leviers au Conseil départemental qui permettront de créer de l'emploi direct. Et à chaque fois, souvent, notre groupe, on soutient ces projets-là, à savoir l'emploi à travers l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire, avec, dans la Loire, c'est 12% de l'emploi total. Et ces emplois-là, on peut véritablement les aider en aidant, par exemple, les associations d'aide auprès des familles. C'est ça. Mettre plus d'argent sur ces... Mettre plus d'argent. Et en plus... Enfin, le problème, c'est que mettre plus, c'est toujours difficile. J'aime pas tellement ce mot-là, c'est le mettre différemment. Surtout quand il y a moins de ressources. Voilà. Mais justement, si la compétence économie part à la région, comme ça devrait l'être, ça va nous permettre de récupérer à peu près 10 millions d'euros. Ces 10 millions d'euros, on les réinjecte très facilement sur cette problématique-là. Madame Robert, si vous êtes élue, que ferez-vous pour favoriser l'emploi dans le département ? Alors d'abord, c'est très amusant d'entendre la droite et la gauche qui veulent faire croire aux Français qu'ils vont résoudre leurs problèmes du quotidien au niveau du département. L'emploi est la première des préoccupations des Ligériens. On a tous autour de nous des gens qui n'ont pas de boulot, qui voient leur pouvoir d'achat baisser, qui voient leurs impôts augmenter. Et je crois qu'il faut dire la vérité, il faut arrêter les blablas. C'est pas au département que vous allez faire retrouver de l'emploi aux Ligériens. On peut rien faire. Au niveau de l'État, non, on peut baisser les impôts, on peut faire des économies, on peut gérer mieux ce département parce qu'il n'est pas si bien géré que ça, malgré ce que vous allez essayer de nous dire tout à l'heure. Et si le RSA est si fort dans la Loire, c'est parce qu'il y a un problème d'emploi en France. Et le problème d'emploi, il peut être réglé que avec des mesures qui sont au niveau de l'État. Et c'est pour ça qu'il est important de prévoir ces élections. Nous, on s'investit très fort sur ces élections départementales parce qu'on veut qu'en 2017, Marine Le Pen change le système. Alors, vous parlez du RSA, on va préciser pour les téléspectateurs, revenu de solidarité active, puisque c'est le département qui est chargé notamment de la répartition de ce budget-là. La compétence sociale est la principale compétence du département, évidemment. Avec à peu près 2 tiers Marc du budget Petit, qui lui est sur consacré. la question, je sais, vous militez beaucoup pour l'économie de proximité, pour l'emploi de proximité. Tout à fait. Alors, quelques mots. Tout d'abord, sur la question de l'emploi, vous avez raison, c'est le sujet de préoccupation numéro 1. Ou aujourd'hui, quelles sont les familles qui ne sont pas touchées par l'emploi? Il faut revenir à la cause. C'est cette politique d'austérité qui est menée par le gouvernement, qui est une catastrophe. Et la politique était menée avant par le gouvernement MP, pareil. Et d'ailleurs, au niveau du département, quand vous évoquez les 87 millions d'euros de dépenses réelles d'investissement, je regrette, et d'ailleurs nous avons voté contre, cette chute drastique du montant d'investissement, par exemple, de 2006 à aujourd'hui, bien avant les baisses de dotation. Donc cette politique d'austérité, en termes d'investissement, a été menée aussi au niveau de la Loire. Et quand on chute nos investissements au niveau de notre collectivité locale, c'est des entreprises locales qui ont moins de marché. Si elles ont moins de marché, eh ben, certaines sont contraintes, malheureusement, de fermer. Et donc, c'est des licenciements en plus. Donc oui, le message, il faut changer cette politique d'austérité, que ça soit au niveau national et local. Est-ce qu'on a l'impression que vous écoutez tous les deux, Madame Robert, vous, Monsieur Petit, que le problème est national? Quels sont les leviers départementaux dont parlait Monsieur Tissot? Mais je vais poser la question à Bernard Bonne. D'autant que vous êtes contraint budgétairement
plus il y a de RSA, plus vous devez payer, plus la population se paupérise, plus vous devez payer, puisque vous avez la compétence sociale. Et en même temps, les impôts que vous touchez viennent des entreprises. Donc, s'il y a moins d'activité économique, vous avez moins de ressources. Alors, oui, on a des impôts qui viennent des entreprises. La principale contribution, c'est quand même le foncier dans le département. Du reste, le foncier bâti. Qui a beaucoup augmenté, d'ailleurs, en 2015. Madame Robert, vous aurez la parole tout à l'heure, je crois. Pour dire, au niveau du RSA, effectivement, on est passé quand même de 2008 à 2014 de 7600 RSA à 16 000 aujourd'hui. Donc c'est une augmentation énorme et qui est due bien entendu aux difficultés au niveau national et aussi au manque de moyens qu'a mis le gouvernement pour essayer de résoudre ce problème de l'emploi. Pour répondre à Madame Robert qui parle du département qui est mal géré, qui devrait être géré différemment, moi, je voudrais juste lui rappeler, j'ai 2 tableaux ici et je crois que... c'est une habitude dans la voie libre. Nos invités, vous en savez quelque chose, Madame Robert, qui viennent avec leur graphique ou leur carte. Ce sont des contribuables associés et on voit que le département est le mieux noté de la région Rhône-Alpes et celui qui a au niveau des impôts le plus pauvre de la région Rhône-Alpes aussi. C'est pas vrai, c'est pas le plus pauvre et c'est celui qui a fait le plus d'efforts au niveau des impôts. C'est-à-dire qu'il est noté 16 sur 20 dans la région Rhône-Alpes, ce qui prouve bien qu'on n'est pas si mal géré que ça et que les Ligériens s'en rendent très bien compte. Alors sur la question de l'emploi et sur cette relance que Paul formulait il y a un instant, on a un peu l'impression du coup que les marges de manœuvre sont extrêmement limitées. C'est vrai que je vous ai imposé ce thème-là pour cette émission parce que malgré tout, c'est un souci. Vous représentez les électeurs. C'est une des priorités aujourd'hui. Et je pense qu'il y a quand même des leviers possibles pour agir au niveau départemental, pour favoriser en tout cas un climat économique qui permette de promouvoir l'emploi. Bien évidemment. Madame Robert a dû se tromper d'émission, il faudra l'inviter quand on parlera des présidentielles. Mais là, on parle du département. Et je suis désolé, si vous nous avez invités ici, c'est parce qu'on a l'ambition de gérer le département. Et si on a l'ambition de gérer le département, il faut se contenter de parler du département. Et moi, véritablement, l'emploi, on a des moyens très clairs et très rapides au sein du département pour créer de l'emploi. La transition énergétique, on doit l'accompagner. Nous sommes propriétaires, entre guillemets, le département, de bâtiments qui sont des passoires énergétiques. On doit les réaménager. Si on cible ces bâtiments-là pour les améliorer dans la qualité énergétique, on dépensera moins d'argent, bien évidemment, pour le chauffage, mais on créera de l'emploi. Si on cible la jeunesse avec les emplois jeunes, les emplois d'avenir, le département n'en a point ou n'en a presque pas. Et là, véritablement, c'est 3 ans des emplois d'avenir. Et c'est des emplois formateurs. C'est de l'investissement, cet argent-là. C'est de l'investissement. Sophie Robert. Concrètement, je voudrais dire qu'effectivement, le département n'a pas beaucoup de moyens de jouer sur l'emploi. Mais ceci dit, il a beaucoup de moyens pour baisser les impôts. Parce que les contribuables en ont ras-le-bol de payer toujours plus à tous les niveaux. Et au niveau du département, on peut baisser des choses. Peut-être, mais vous avez dans votre budget, par exemple, attendez, mais j'ai analysé le budget du département. National. Monsieur Bonne, juste, vous avez demandé à ce que Madame Robert puisse vous laisser parler. Dans quelques jours, on va faire notre entrée, une entrée fracassante au département. Et il y a certains budgets, effectivement, qui me semblent un peu surprenants, notamment les voyages et les déplacements. On a quand même pour 2 342 000 euros dans le budget pour les voyages. Ça représente quand même 134 années de travail pour un... Non. Mais attendez, comme d'habitude, ce que vous êtes en train de dire, là, je vous coupe parce que c'est totalement vous avez beaucoup de choses et sur le département. Diffamatoire parce qu'il n'y a aucun voyage. Et je crois et je vous donnerai les chiffres exacts. C'est scandaleux ce que vous êtes en train de dire. Non, c'est pas scandaleux. Parce que justement, je me fais fort depuis 8 ans. Enfin, depuis 7 ans que je suis au département, il n'y a aucun voyage, aucun des élus, aucun même des services ne s'est déplacé en dehors de la France. Alors je vous demande de le prouver. Mais de dire 2 millions d'euros aujourd'hui, c'est scandaleux. Vous avez même à l'intérieur du budget une ligne du RSA qui est consacrée au voyage, déplacement, émission pour 125 000 euros. Il y a beaucoup de choses qu'on peut réduire au niveau du budget du département, notamment les doublons. Écoutez, l'avantage, c'est que nous sommes 3 au niveau du département à connaître les finances. Il y en a une qui ne les connaît pas et qui en parle mieux que nous. Mais comme d'habitude, le Front National, les connaisseurs... Alors, non, Monsieur Petit, vous allez parler. C'est scandaleux. Marc Petit. Oui. Quelques mots. Bon, tout d'abord, les documents de contribuables associés, entre nous, c'est pas un institut de référence important. Mais c'est le moins qu'on puisse dire. Partout. Merci. Sur les voyages,
on est de droite, de gauche, je suis opposé à Bernard Bonne et à sa politique. Je peux dire, en tous les cas en tant que conseiller général, je n'ai jamais voyagé même en dehors du département, et depuis des années, et qu'à mon avis cette ligne, c'est lié notamment au niveau des transports, mais pas pour les élus. Non, pas pour les élus. Quelques mots sur j'aimerais, parce que excusez-moi, Petit, prenez la parole. Madame Robert, on va juste essayer de laisser du temps à Monsieur Petit pour développer sa pensée. Au niveau de l'emploi, je l'évoquais, c'est un enjeu très important. Maintenir un niveau important, le montant d'investissement, c'est le moyen de soutenir nos entreprises locales et de soutenir aussi l'emploi local. Donc ça, c'est un enjeu très important. Autre enjeu, ce qui est évoqué sur les emplois d'avenir, j'ai proposé, par exemple, en séance publique, comme nous le faisons par exemple au niveau de notre commune, qu'il y ait une aide spécifique allouée par le département si on emploie des jeunes de la Loire en emploi d'avenir. C'est possible ça, et on favorise. Autre exemple aussi, on s'est battu depuis très longtemps pour que l'aide en direction des entreprises soit liée notamment au nombre de CDI créés. Ça a été fait il n'y a pas longtemps, en 2011. Au départ, c'était prévu sur 5 ans, c'est passé à 3 ans, c'est beaucoup trop faible, et il faut qu'il y ait un contrôle aussi. Jean-Claude Tissot. Oui, Monsieur Tissot, je voudrais vous poser une question quand même. Depuis tout à l'heure, vous dites on a des leviers pour faire créer de l'emploi. Est-ce que vous regrettez quand même la perte de la compétence économique du département qui est maintenant inéluctable? Parce que vous allez continuer à interagir économiquement. C'est ce que vous voulez faire. Oui, mais je ne regrette pas, parce qu'en fait, la région est l'échelon le plus pertinent pour l'économie, parce qu'avec une vision régionale, c'est quand même plus facile. Mais c'est vrai que l'économie de proximité, on pourra toujours continuer de la soutenir. Les commerces de proximité et l'artisanat, que ce soit d'ailleurs dans les territoires ruraux ou même en ville. Mais juste un exemple très court et très simple. C'est d'ailleurs d'actualité, l'aéroport. J'ai donné mon avis là-dessus, sur l'aéroport de Saint-Étienne, où le Conseil général investit. Alors là, pour le coup, on se demande pour quel rendement, on va dire, 1 200 000 € par an. Si on récupère ces 1 200 000 €, on crée 60 000 heures supplémentaires d'aide à domicile. Et 60 000 heures d'aide à domicile, véritablement, je peux vous garantir que ça fait de l'emploi. Et là, on gagne sur les deux tableaux. Les personnes, et on va en parler tout à l'heure, je crois, les personnes âgées dépendantes, véritablement, si on leur dit, on crée pour le département de la Loire 60 000, et là, je ne fais pas plus d'impôts, je ne suis pas monsieur plus, c'est pas moins d'impôts, c'est pas plus d'impôts. Vous voyez, Madame Robert. Donc, avec l'argent dont on dispose, véritablement, on le flèche différemment. Mais je suis assez d'accord sur l'aéroport avec vous. Les téléspectateurs peuvent intervenir sur ce débat. Il vous suffit pour ça de vous connecter à Twitter avec le hashtag LVELRA. Alors par exemple, celui-ci qui vous est destiné, Monsieur Bonne. Depuis 30 ans, Monsieur Bonne, la Loire a perdu beaucoup de ses emplois car il n'a fait que baisser les investissements, nous dit ce tweetos. Les investissements du département ? Oui. Oui, il est évident que par rapport à ce qu'on aurait pu faire il y a quelques années, par rapport à toutes les compétences qui ont été ajoutées pour le département, on a eu moins de moyens pour faire de l'investissement. Je rappelle que le Conseil général a des contraintes, et notamment au niveau social, et des contraintes sur lesquelles on a peu de moyens de diminuer les dépenses, notamment pour les personnes âgées, personnes handicapées, au niveau de l'enfance en difficulté. Et ces dépenses ont considérablement augmenté toutes ces années. Vous êtes obligé de dépenser parce que l'État vous l'impose. Est-ce qu'il y a un levier politique du coup dans un département? On a un levier politique, mais qui est relativement limité. Et si on a voulu, dans notre département, continuer à garder un investissement fort, tout en n'augmentant pas les impôts, c'est bien une volonté du département qui a nécessité des efforts énormes sur d'autres domaines. Il est 11h passé de 28 minutes. Vous regardez La Voix est libre, spéciale élection départementale dans la Loire. Je vous rappelle qu'après le débat, il y aura un petit après avec mes confrères de la presse de la Loire qui ne ratent rien de nos échanges actuellement. Je voudrais aborder à présent le second thème de ce débat. Il concerne l'enjeu de la dépendance dans un département caractérisé par un vieillissement important de sa population. Il se trouve que c'est même un phénomène assez particulier à ce département de la Loire. Son vieillissement, en 5 ans, les plus de 75 ans ont augmenté de 10% dans la Loire. Les plus de 60 ans sont surreprésentés dans le département par rapport à la moyenne régionale dans la Loire. Ils représentent 26,3% de la population, c'est donc plus d'un quart contre 22,6% pour le reste de la région. Enfin, sachez que ce département de la Loire compte 12 000 places dans ces maisons de retraite. Alors qu'attendent les Ligériens de leur département et plus encore des pouvoirs publics pour accompagner leur vieillesse, leurs dernières années? Quelles sont leurs préoccupations, leurs angoisses aussi? Quelques réponses dans ce micro-trottoir signé Fatima Bouyablan et Catherine Doldamiron. On se débrouille par nous-mêmes, on peut dire. On ne demande pas. Quand je vois le prix des maisons de retraite, tout et tout, je pense que c'est le souci
de beaucoup de Français comme moi-même. Les gens que je connais ou qui sont en maison de retraite ou qui doivent y aller, toujours on me dit, mais attendez, comment je vais faire? Je n'ai pas assez d'argent, on n'a pas beaucoup d'aide, on n'a pas... Voilà. On a tous peur, si vous voulez, qu'un jour ou l'autre, les enfants soient obligés de contribuer à nous mettre dans les maisons de retraite. Il faut que les jeunes y pensent parce qu'il y a un très bon marché, il y a une très bonne niche là, les personnes âgées. Moi je compte me faire aider le plus possible à domicile quand je serai âgée. Le maintien à domicile, Marc Petit, comment on fait dans des budgets aussi contraints, sachant que c'est quand même quelque chose qui coûte aussi, la maison de retraite certes, mais on estime que le maintien à domicile, en tout cas pour des personnes dépendantes, coûte quasiment plus cher qu'une maison de retraite. Comment on fait dans des budgets aussi contraints? Alors, tout d'abord, on voit bien, par exemple, l'utilité du département. Je crois que c'est important de l'évoquer sur plein de domaines. La question, par exemple, de la dépense, personnes âgées, personnes handicapées, c'est le cœur, vraiment, notamment du Conseil général. Et on voit la préoccupation des habitants. Qu'ils soient âgés ou jeunes, c'est une préoccupation de plus en plus forte. Et on voit, moi, ce que je regarde fortement, on a certaines, parfois, maisons de retraite privées qui ont des prix scandaleux, qui se font de l'argent là-dessus. C'est pas normal. C'est pas normal. Et donc, c'est un enjeu très important. Il faut savoir que l'essentiel, l'essentiel du budget de fonctionnement du département va notamment au niveau social, et 50%, c'est au niveau des personnes âgées et personnes handicapées. Vous me corrigez si je me trompe, budget personnes âgées, Conseil général, c'est un chiffre de chez vous, 106 millions d'euros, c'est ça? C'est pas la moitié, c'est loin d'être la moitié. Mais la part du budget social, au niveau budget fonctionnement, c'est 68%, budget fonctionnement. Et au sein du budget de fonctionnement, c'est exactement 46% personnes âgées et personnes handicapées. Ça montre l'importance. Oui. Personnes âgées et personnes handicapées. Là, ce qui ne va pas, ce qu'on a toujours dénoncé, ça a été mis en place. C'est une bonne mesure, mais aujourd'hui, pour tous les départements, on est en train de les asphyxier. Pourquoi ? Parce qu'entre le montant de la prestation allouée, qu'on appelle allocation personnalisée d'autonomie, et le remboursement fait par l'État, quels que soient les gouvernements, ce taux a tendance à chuter. Ce n'est pas normal. On met en difficulté les départements. Ce que nous réclamons notamment depuis longtemps, soit, puisque c'était une décision nationale, il faut qu'il y ait un remboursement à 100%, soit, sinon, il faut créer cette 5e branche de la sécurité sociale, parce que c'est un enjeu départemental et national. Et la question de la dépendance, de permettre à l'ensemble, notamment des personnes âgées, de pouvoir avoir un lieu d'accueil, de vie, est extrêmement important. Lieu d'accueil. Jean-Claude Tissot. Oui, merci. La dépendance, le vieillissement, c'est une question complexe et on ne peut pas répondre avec une question aussi simple. Aujourd'hui, les personnes âgées, ça va de 60 ans à 100 ans. Donc, bien évidemment, on ne peut pas répondre, bien sûr, et plus, 100 ans, on ne peut pas répondre avec une seule question. Moi, je pense que véritablement, il faut mettre une vraie politique d'accompagnement. Ça passe en premier par la prévention. La prévention auprès des personnes âgées. Comment on les accompagne à rester dans la vie active, entre guillemets. Comment on les accompagne à continuer de marcher, faire du sport, le sport adapté, etc. Ça, véritablement, le Conseil général, on a le levier pour faire ça. Deuxièmement, c'est l'adaptation des logements. Les logements, on sait tous que si on a une baignoire, une douche va mieux, etc. C'est vraiment des choses simples. Si on a 2 étages, il faut faire un ascenseur. Voilà, on les accompagne. Vous vous rappelez la question que j'ai posée tout à l'heure. C'était dans un contexte budgétaire aussi contraint. Comment faire alors qu'on sent tous monter aujourd'hui cette demande, cette attente de la part de la démonstration que je suis en train de vous faire, c'est que jusqu'à là, ça n'a rien coûté par rapport à le moment où la personne âgée va aller en institution. Donc, véritablement, il faut les accompagner jusque chez elles. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'elles se disent, les personnes âgées? Qu'est-ce qu'elles se disent? Elles se disent, je veux rester chez moi le plus longtemps possible, et si possible jusqu'à la fin. Donc comment nous, collectivités, on s'organise? Jusqu'à là, on n'a pas dépensé d'argent, on les accompagne. Prévention, adaptation du logement, soutien véritablement aux associations d'aide aux familles. Je l'ai dit tout à l'heure à travers le financement, la démonstration que j'ai faite tout à l'heure avec l'aéroport. Et 3, l'aide aux aidants. Véritablement, si on veut les garder longtemps, ces personnes âgées dépendantes, il faut aider, il faut permettre aux aidants qui sont auprès d'eux. Les aidants, les associations. Eh bien voilà, qui sont les aidants, il faut leur permettre, et c'est là où le département rentre en ligne de compte, c'est qu'il faut leur permettre de pouvoir souffler. Et comment ils peuvent souffler? Ils peuvent souffler simplement s'ils peuvent. Est-ce que je dois comprendre dans vos propos que vous faites référence aux recours qui ont été déposés contre le département, par des associations de maintien à domicile? Le département de la Loire, du reste, a été condamné, c'est ça, en première instance, par le tribunal de la tarification sanitaire? Sur la question de la tarification unique, vous y reviendrez dans un instant. Je vous laisse terminer, Jean-Claude Tissot. Si vous voulez, on ne peut pas décliner une politique d'accompagnement du vieillissement si véritablement on ne prend pas en charge les aidants. Véritablement. Parce qu'en fait, comment moi je tiens ce discours-là? Je ne l'invente pas. C'est les gens qui viennent dans nos bureaux, c'est les gens qui viennent me voir à la mairie, à la communauté de communes, au conseil général, en me disant, écoutez, moi j'ai ma mère, mon père, mon beau-père, voilà, et je ne sais pas comment faire. Monsieur Beaune, je laisse d'abord réagir Madame Robert sur
qu'est-ce qu'il faudrait faire? Que feriez-vous sur cette question, soit du maintien à domicile, soit de l'amélioration en tout cas de la vieillesse de nos concitoyens? Alors d'abord, je voudrais dire qu'il y a la bonne dépense publique et la mauvaise. La bonne dépense publique, c'est d'aider les plus faibles. Et donc, dans le budget du département, ce qui est très important, c'est l'aide sociale. Et donc, c'est très important que le budget de l'aide sociale soit assez important, qu'on ait fait des économies sur d'autres postes pour pouvoir aider nos personnes âgées. Qu'est-ce qu'ils veulent? L'aide sociale, c'est l'action sociale, de manière générale. Oui, en général. Je rappelle le chiffre pour nos téléspectateurs. 444 millions d'euros sur un budget global, je le rappelle, de 766. Ceci dit, dans l'aide sociale, il y a beaucoup de choses. Il y a notamment le RSA et il y aurait beaucoup de choses à voir pour la fraude sociale qui, parfois, choque nos compatriotes. On voit des gens qui reçoivent le RSA et qui sortent des guichets avec des belles berlines allemandes. Ça, c'est choquant. Donc, il faut renforcer et faire des économies sur la fraude fiscale. Sur la fraude pour qu'on ait assez d'argent pour aider nos personnes âgées à rester chez elles. Vous voulez baisser les impôts, Madame Robert, je vous ai entendu tout à l'heure, vous voulez baisser les impôts, mais vous ne voulez pas baisser les aides sociales qui représentent la grande majorité du budget départemental. Oui. Eh ben, il y a des économies à faire partout, notamment dans le RSA, puisqu'il y a une fraude sur le RSA qui est quand même importante. 3 millions, c'est évalué à 3 248 000 euros de fraude dans le département. C'est des choses... Évalué par qui? C'est évalué par rapport au budget. On sait qu'il y a... On sait qu'il y a à peu près... On le sait dans le budget. Dans le budget, on sait qu'il y a à peu près ces fraudes-là. Et donc, il faut n'importe qui aller dans la rue et vous verrez qu'effectivement, les gens sont choqués quand ils voient qu'il y a des gens qui reçoivent le RSA et qui n'ont pas besoin de ça. Voilà. Si on peut revenir sur la question des personnes âgées là-dessus et donner une priorité à nos personnes âgées qui ont cotisé toute leur vie et qui ont droit d'avoir un peu plus d'attention que les autres dans notre société. Et il y a des moyens. Je crois qu'on a des associations qui sont assez performantes dans la Loire, qui aident le maintien à domicile. Et il faut renforcer ça. Il y a aussi un point très important, c'est que la maladie de notre siècle, c'est quand même la maladie d'Alzheimer. Et c'est vrai que je pense qu'il y a une petite lacune au niveau du département, dans nos maisons. On n'a pas assez de maisons spécialisées. C'est quelque chose sur lequel on se penchera quand on arrivera au département pour accentuer là-dessus. Alors Bernard Bonne, j'évoquais tout à l'heure, on va dire, reprenant des propos, peut-être des sous-entendus, mais visiblement ils n'y étaient pas, en tout cas de Monsieur Tissot, cette question sur la tarification unique qui a valu notamment, on va dire, la levée de boucliers d'un certain nombre d'associations importantes. C'est pas le phénomène le plus important. Je les ai rencontrés avant-hier, ces associations, en leur expliquant que si on avait mis un tarif, c'est le tarif qui est fixé pour l'aide leur payée à domicile. Et ce tarif, on l'a établi... Ils estiment que c'est pas un tarif qui correspond au coût de la prise en charge. On a établi ces tarifs qui étaient un tarif unique dans la Loire pour éviter le phénomène concurrentiel, pour permettre à toutes les associations d'aller n'importe où et d'être choisies par n'importe qui dans les mêmes conditions. Alors on sait qu'il y a des associations pour lesquelles ça coûte beaucoup plus cher que d'autres, mais on essaye de regarder, de mutualiser entre les associations pour éviter justement ces différences de tarification. Et je leur ai fait comprendre que si on appliquait strictement la loi comme elle le demande dans le cadre du recours, ils risquent d'y perdre. Parce qu'on appliquera strictement la loi pour les dimanches et jours fériés, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, strictement pour les différents GIR qui sont les classifications pour la dépendance des personnes, donc ils risquent d'y perdre. Mais en dehors de ça, moi je reviens un peu sur les personnes âgées. Je rappelle que dans la Loire, nous avons un taux quand même d'équipement pour recevoir les personnes dans les maisons médicalisées qui est supérieur largement à celui de la région Rhône-Alpes et largement supérieur au niveau national. Que j'ai voulu depuis de très nombreuses années, y compris quand je m'occupais des affaires sociales, faire en sorte que les prix des maisons de retraite soient les moins élevés possibles pour permettre à tout le monde de rentrer dans toutes les maisons de retraite habilitées à l'aide sociale. Ce prix est inférieur de 20 à 25% à ceux du Rhône. Donc je continuerai là-dedans et il faut continuer effectivement à tout faire pour soutenir les personnes âgées et peut-être, je propose, moi, depuis longtemps, qu'on mette peut-être une deuxième journée de solidarité nationale qui permettrait de régler
80% des problèmes à domicile comme en établissement. Sur le RSA, il faudra que j'en dise un mot quand même. Parce qu'il y a des choses à dire. Tout le monde veut dire des mots. On va laisser aussi quelques mots à nos téléspectateurs, avec notamment une dame qui nous disait par tweet, vous pouvez réagir, je vous rappelle, sur le hashtag LVEL. Que d'abord il faudrait aider aussi les personnes qui aident leurs proches et qu'il faut une aide pour les accompagnants, les familles. Voilà, c'est justement quand je parle moi d'aidants, c'est véritablement ce public-là qu'il faut cibler. Si on veut permettre aux personnes âgées, je l'ai dit tout à l'heure, si on veut permettre à ces personnes âgées de pouvoir rester chez elles, elles ne vont pas le faire toutes seules. Elles vont le faire avec des aidants. Et c'est ces aidants-là qu'il faut qu'on accompagne. Marc Petit. Oui, sur cette aide en direction des membres de famille qui permettent à ce que la personne âgée de la famille puisse rester à domicile, c'est important qu'on puisse les aider. Sur le taux d'équipement qui est super au niveau de la Loire, Monsieur Bonne, vous avez raison, mais en même temps, quand on voit qu'il y a des listes d'attente parfois où il faut attendre 2 ans et plus, pour les familles, c'est dramatique. Dramatique. On le sait tous. Parce que les accueillir chez eux, ils ne peuvent pas. On en reçoit plein de cas. Donc voilà, c'est pas suffisant. Sur le RSA, Madame Robert, il faut que les téléspectateurs le sachent. Il y a un contrôle qui est effectué. Il y a un contrôle qui est effectué notamment par des agents au niveau du Conseil général, où il y a un contrat qui est signé. Et si le contrat n'est pas respecté, le RSA est supprimé. Et le nombre de RSA qui est supprimé par an parce que l'engagement n'est pas respecté est important. C'est pas un dû. Non, il y a un engagement qui est pris sur la 2e journée de solidarité. Je crois qu'il faut arrêter que ce soit toujours les mêmes habitants, catégories populaires et moyennes qui subissent. Il y a des richesses énormes dans ce pays. Et il serait temps, enfin, qu'il y ait une autre répartition des richesses, que ce ne soit pas toujours les mêmes qui soient ponctionnés, mais enfin ceux qui ne savent pas quoi faire parfois de leur fortune, eh ben, on puisse les prélever. Là, je suis oui pour qu'il y ait une réelle journée de ponction importante sur ces richesses. Alors, vous l'avez compris, sur ce thème en particulier, je pense qu'on pourrait faire l'entièreté de l'émission, voilà, parce que c'est un thème aussi qui touche particulièrement nos téléspectateurs. Et on va dire même carrément nous tous, puisque la question se posera de plus en plus à l'avenir. J'aimerais, parce qu'il est 11h41, en venir à des questions, on va dire, purement politique, j'allais dire politicienne, pour parler du département de la Loire qui, Paul, rappelons-le quand même, est gouverné par la droite depuis 1949. Ah oui, ça commence à faire un moment. Le président du Conseil s'appelait alors Antoine Pinet. Il restera à la tête du Conseil général pendant 30 ans. Aujourd'hui, le Conseil général de la Loire est gouverné par une union à droite qui ressemble élus UDI, UMP et des élus indépendants. En 2011, lors de la dernière élection cantonale, on s'en souvient, le département avait failli basculer à gauche. Tout s'était joué lors du 3e tour, c'est-à-dire lors de votre élection, Bernard Bonne. La gauche pensait avoir la majorité, et puis finalement, il lui avait manqué 2 sièges pour un basculement qui aurait été historique. On a l'impression, Jean-Claude Tissot, cette fois que ce sera un peu plus compliqué pour les socialistes et leurs alliés. On peut même dire que c'est un euphémisme, un peu plus compliqué. Oui, ben moi je vous donne rendez-vous le soir du premier tour. On y sera. On sera là. Un peu plus compliqué, on s'engage que vous. Moi, je fais une campagne. On a l'impression que ce sera plus compliqué. Est-ce que ça s'annonce plus compliqué qu'en 2011 ? C'est toujours plus compliqué quand on est dans la formation politique qui est au gouvernement national. C'est toujours plus compliqué, quelle que soit la tendance d'ailleurs. On ne peut pas non plus faire fi, malgré tout, quand bien même, sûr, d'un certain nombre c'est clair, bien évidemment. De sondages, de popularité, c'est clair, de déception bien aujourd'hui. Sûr, on est complètement d'accord. Mais véritablement, nous, pour ces élections départementales-là, d'ailleurs, ça ne vous aura pas échappé, on s'est quand même rassemblés le plus possible. Alors, on n'a pas réussi. Sauf dans 15 cantons sur 21, ça fait beaucoup de cantons que vous n'êtes pas rassemblés quand même. Oui, 6. Notamment celui de... Oui, 6, entre autres. Oui, bien sûr, mais c'est vrai, bien sûr. Mais quand même, malgré tout. Et simplement pour vous dire qu'on s'est rassemblés depuis Europe Écologie Les Verts, les radicaux de gauche, le Front démocrate, etc. Et puis nous, bien sûr, les socialistes. Mais... en 2 mots, le programme qu'on a établi, il n'est pas sorti du chapeau. Véritablement, on l'a co-construit avec ces gens-là. Et c'est ce qu'on propose aux Ligériens et c'est ce qu'on souhaiterait qu'ils sanctionnent. Voilà. Paul. Les questions Twitter auxquelles vous pouvez participer via le hashtag LVLRA avec une question pour vous, Madame Robert. Sophie Robert, fera-t-elle une alliance avec l'UPL ? Alors l'UPL, on le disait tout à l'heure, c'est l'Union pour la Loire, c'est-à-dire UMP, UDI, que représente Bernard Bonne ici présent. Alors l'UPL, on n'a pas bien compris ce que c'était parce qu'effectivement, ça regroupe... Oui, merci. Ça regroupe quand même des gens qui, a priori, devraient avoir des opinions politiques différentes, puisque ça va de la gauche à la droite. Donc en fait, c'est un espèce de magma de gens qui ont besoin de s'allier parce qu'ils n'arrivent pas à avoir des candidats partout. Juste quand vous dites la gauche,
Ah bah oui, le MoDem, c'est quoi? Ah, le MoDem, d'accord. Le MoDem a bien appelé à voter François Hollande. François Bayrou qui appelle. Excusez-moi, j'avais besoin juste d'éclairer, clarifier ce point. Donc je rappelle que seul le Front National est en capacité de présenter des candidats dans tous les cantons de la Loire. On est le premier parti dans les urnes, mais aussi on est le premier parti en capacité de s'organiser, d'avoir des compétences, puisqu'on a des candidats partout et des candidats très compétents. La réponse à la question qui était posée par... Mais on ne va pas s'allier avec des gens avec qui on ça va mieux en le disant, voilà, vous le dites. Ni dans les constats, ni dans les solutions. Et alors, j'en profite pour rappeler quand même que je crois que cette fois-ci, encore plus qu'avant, les électeurs vont mettre un coup de pied dans les urnes. Ils vont mettre un coup de pied dans les urnes parce qu'ils en ont... Comme un jeu de mots, là. Ouais, c'est un slogan du Front National il y a quelques années que j'aimais bien. Parce que les gens réagissent. Ils en ont assez de voir des politiques qui prennent plaisir à dépenser leur argent, parce qu'il faut savoir que les premiers concernés, c'est les contribuables. Et je voudrais reprendre juste un mot de Pascal Clément, qui vous a précédé donc, ancien à cette président place, du Conseil général de la Loire, qui disait, et je l'ai entendu le dire, la jouissance suprême des politiques, c'est de dépenser l'argent public. Eh bien, excusez-moi, nous, au Front National, on jouit autrement. Voilà. Où est Pascal Clément aujourd'hui? Oui, Pascal Clément, que vous avez battu en 2008 dans le canton de Grâce Méron, à moi, si mes souvenez-vous, Monsieur Tissot. Voilà, Marc Petit, cette question de... J'ai l'impression de l'alliance impossible dans un certain nombre de cantons. Je ne vais pas revenir à votre canton parce qu'on n'est pas là pour parler de votre canton en particulier, mais sur un certain nombre de cantons, finalement, c'était quoi? C'était une marque que vous êtes contre la politique aujourd'hui menée par le gouvernement, ou c'est le constat finalement que vous n'avez pas bien travaillé pendant 6 ans ensemble? La position donc, du Front de gauche, elle est claire. Priorité, c'est battre la droite et le Front National. C'est clair et net. Mais c'est plus difficile de la battre quand on est divisé. Excusez-moi. Priorité, ça. Deuxième point, c'est rassembler à gauche et au-delà tous ceux qui n'en peuvent plus de cette politique d'austérité qui est menée au niveau national, qui est, je le disais, catastrophique. Les habitants n'en peuvent plus. Non, on la condamne, vous le savez bien, depuis toujours. Et au niveau économique, avec des propositions sérieuses. Dernièrement, avant-hier, j'étais au marché. Les gens sont éberlués, scotchés sur le fait. 2 exemples. Premier, on m'évoquait donc sur le marché, mais comment est-ce possible qu'un PDG qui arrive pour le faire venir, Sanofi, on lui donne 4 millions d'euros. Oui, mais ça montre bien qu'il y a de l'argent, il y a des richesses, je m'excuse, et qu'il y a besoin d'une autre politique économique. Autre exemple, par rapport à la politique nationale. Excusez-moi, je voudrais juste vous poser une petite question sur cette élection, quand même, puisqu'on parle de stratégie politique aussi. Expliquez-moi si c'est pas un peu dangereux de se diviser, comme vous le faites par exemple dans votre canton, alors que la barre pour se maintenir au second tour est très haute, à 25 ou 30%. Est-ce que vous risquez pas simplement de vous faire battre dès le premier tour et donc de ne pas être présent au second? Alors, clairement, je ne suis pas inquiet par rapport à mon canton. Et non, d'ailleurs... hors de votre canton de manière générale. De manière générale. Et on a entendu aussi un bon nombre de ce que nous disaient des lecteurs. Certains veulent sanctionner le gouvernement. On n'avait pas envie, Front de gauche, d'être sanctionné pour une politique qu'on désapprouve. Je vais donner un exemple. Le gouvernement aujourd'hui continue d'allouer dans le du pacte de responsabilité 40 milliards d'euros aux grandes entreprises sans contrepartie d'emploi. Si c'est lié, il est temps que ça change. Monsieur Beaune, Bernard Beaune, soyons clairs, la droite est donnée favorite pour cette élection. Le scrutin majoritaire, sans doute, il sera aussi pour beaucoup, en tout cas pour le second tour. Comment vous-même vous allez gérer le fait que le Front National aura une poussée assez forte dans le département, en tout cas c'est ce que disent à peu près l'ensemble des sondages au niveau national. Comment vous allez prendre en compte cette, si jamais vous êtes réélu à la tête du conseil départemental? Alors quelques points d'abord. Je ne fais aucun pronostic. Et je ne veux pas faire de pronostic sur le résultat des élections du premier et deuxième tour. Donc j'attends effectivement de voir. Deuxième point, je suis tout à fait d'accord avec Madame Robert sur ce point-là. Je ne ferai pas d'alliance avec le Front National du tout. D'accord. Si jamais par contre le Front National est élu sur un canton ou un autre, mais je prendrai... Attendez, on verra. Je le prendrai effectivement, mais de façon tout à fait républicaine, normalement, mais je ne ferai aucune alliance de ce côté-là, c'est clair et net. Troisième point, je crois qu'au niveau
des alliances dont on parlait tout à l'heure, je ne fais pas de politique politicienne. Je ne suis pas intéressé directement par une politique nationale, mais je subis effectivement toutes les décisions qui sont prises au niveau national et j'essaye, dans la mesure du possible, d'influer certaines décisions dans les moyens qui sont les miens. Par contre, au niveau local, et je reviens à l'union qu'on essaye de faire, je prends des personnes qui, pour beaucoup, ne sont pas adhérentes à un parti, mais qui, pour la plupart, sont des élus de terrain, ce qui n'est pas votre cas au Front National, puisque je crois qu'il y a plus de 15 binômes qui n'habitent même pas les cantons dans lesquels ils se présentent. Ça, donc c'est un peu difficile. Ça, vous annoncez ça, c'est complètement faux. Je crois qu'on pourra le vérifier, mais il y en a beaucoup. Canton, par exemple. Sur mon canton. Donc on a fait une alliance avec des gens qui sont... Attendez. Vous parlerez peut-être après tout à l'heure, mais on fait des alliances avec des personnes qui sont des élus de terrain, qui sont en responsabilité et qui ont envie de faire avancer le département par rapport à ses compétences. Et aujourd'hui, malgré toutes les difficultés, je vois que Marc Petit ne peut s'empêcher de critiquer le gouvernement et il ne parle que du national quand il est au Conseil général, c'est son choix. Mais moi, je m'occupe de la gestion du département et j'essaie de le faire le mieux possible avec les moyens que nous avons, en essayant de ne pas augmenter les impôts, ce qu'on fait depuis 4 ans, et en essayant aussi de continuer l'investissement et l'aide aux communes. C'est ça qui m'importe aujourd'hui. Je veux continuer au niveau social à faire ce que nous faisons de façon tout à fait honnête. Et quand vous dites qu'on ne contrôle pas le RSA, c'est grave aussi, parce qu'on essaye, on sait très bien qu'il y a des abus. Oui. Partout, il y a toujours des fraudes. Allez dans le métro, vous verrez les gens qui passent par-dessus, il y a toujours des fraudes partout. On essaye de les contrôler au maximum. Ça n'est pas toujours facile, mais on le fait et croyez qu'on essaye d'être le plus juste possible. Il est temps de conclure ce premier débat des départementales dans La Voix est libre. C'est une tradition de l'émission, pourrait-on dire. Nous laissons à chaque candidat 60 secondes maximum pour formuler sa propre conclusion. Selon l'ordre du tirage au sort effectué avant le début de cette émission, je vais d'abord donner la parole à Jean-Claude Tissot. Merci. D'abord, juste avant de conclure, Monsieur Bonne, vous avez augmenté les impôts à travers les DMTO, droit de mutation, l'année dernière. Votre conclusion. Je conclurai véritablement trois points. La dépendance, les personnes âgées et la dépendance, c'est une politique qu'il faudra mettre prioritaire, avec l'accompagnement, la prévention et toute la politique que j'ai déclinée tout à l'heure. Deuxièmement, un point qu'on n'a pas du tout abordé, c'est les collégiens. Les collèges et les collégiens. Il est encore inadmissible aujourd'hui, en 2015, qu'un enfant de 10 ans, 11 ans, 12 ans se traîne avec un cartable de 15 kilos. Donc ce qu'on propose, des choses très simples, d'un double jeu de livres et des casiers pour chaque enfant dans tous les collèges. C'est très simple à mettre en place et ça ne coûte pas grand-chose. Troisième point, très fort, on n'en a pas parlé aujourd'hui, c'est l'agriculture. Et le lien qu'on peut avoir, le département et l'agriculture, c'est en créant une plateforme d'approvisionnement qui permettra aux producteurs locaux qui n'ont souvent pas accès au marché public, parce que c'est trop compliqué, parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire techniquement. Donc on crée une plateforme départementale qui mettra en lien les producteurs locaux et tous les intendants, tous les intendants qui nous concernent, maisons de retraite et collèges. Voilà, vous avez respecté la minute nécessaire, si je puis dire. En deuxième prise de parole pour cette conclusion, Bernard Bonne. Je voudrais surtout dire que les élections départementales sont très importantes, qu'elles concernent tous les habitants de la Loire en particulier. Je rappelle que c'est 2 millions d'euros par jour que nous dépensons pour les Ligériens, c'est 1 000 euros par habitant en moyenne par an que nous dépensons pour eux. Il faut donc qu'ils soient concernés, il faut qu'ils viennent voter. S'il y a un seul message que je voudrais passer, c'est celui-là, qu'ils viennent voter. De ne pas venir voter, c'est dangereux, ça va favoriser les extrêmes et je ne voudrais pas que demain, ce soit les extrêmes qui soient aux commandes du département et notamment le Front National. Il faut donc s'intéresser à ce département, à cette élection, et il faut que les gens viennent voter absolument parce qu'ils sont concernés et il faut qu'on puisse leur rendre des comptes. Vous aussi, vous avez respecté la durée que je vous avais fixée, donc c'est très bien. On va passer à votre voisine qui est légèrement sur votre droite, Sophie Robert, pour votre minute de conclusion. Madame Robert. Je vais m'adresser aux Ligériens d'une façon un peu solennelle, parce que je crois que Monsieur Bonne, Monsieur Tissot, Monsieur Petit sont les représentants du syndic de la faillite qui est chargé de liquider le département. Oui. Ils représentent à eux trois les partis de droite comme de gauche qui ont co-géré notre pays depuis 30 ans et tous les échecs sont les leurs, que ce soit l'insécurité, l'immigration, le terrorisme, le manque d'emploi, la hausse des prix, la hausse des impôts, l'injustice sociale. Ce sont le fruit de leur politique. Vous êtes les représentants des partis pour lesquels vous êtes élus.
Donc je crois que tout n'est pas terminé. Le changement viendra d'une force nouvelle, dynamique, qui veut appliquer ses idées avec bon sens et courage. Alors, pour que renaisse notre département, pour faire vivre le printemps ligérien, votez pour les candidats du Front National les 22 et 29 mars. Le Front, quand on l'essaye, on l'adopte. Eh bien, c'était une minute tout juste. 4e et dernière prise de parole pour cette conclusion de La Voix est libre consacrée aux élections départementales dans la Loire. Marc Petit. Oui, donc le département, on l'a évoqué un petit peu, est un échelon de proximité très important. Contrairement à ce que dit la représentant du Front National, le Front de gauche, depuis toujours, s'est battu pour maintenir ces échelons de proximité que sont la commune et le département, et on continuera. Cette élection, elle est importante parce qu'elle est à la fois départementale et nationale. Il faut que les élections sont le moyen de dire clairement arrêtez au gouvernement cette politique économique d'austérité catastrophique, de dire aussi à la droite, on le sait, ils vont mener la même politique en pire, et le Front National, soyons sérieux, qui propose la sortie de l'euro au niveau économique, on sait bien que ce n'est pas responsable, qui propose même de supprimer l'impôt de solidarité sur les fortunes comme si les riches étaient à plaindre aujourd'hui. On le voit d'ailleurs, le Front National ces derniers temps ne cesse de progresser. Est-ce que la politique change actuellement? Non. Qu'a dit d'ailleurs le Premier ministre Valls? Il n'y a pas d'autre alternative à gauche qui sort. Donc le seul moyen, pourquoi il y a une alternative à gauche, c'est voter pour le front de gauche, à l'image de ce qui s'est passé d'ailleurs en Grèce, à l'image de ce qui est en train de se passer en Espagne, pour que enfin ça change. Merci. C'est fini, vos 60 secondes. Alors je vous remercie à vous quatre. D'avoir participé à ce débat, d'avoir accepté évidemment nos règles du jeu. Vous êtes sur la télévision publique. Je rappelle que vous êtes tous les 4 candidats dans 4 cantons du département. Au total, le premier tour des départementales à la Loire, ce sont 180 candidats, 90 binômes paritaires, dans un souci important, un souci d'équité. Nous allons clore cette première heure de débat en vous donnant les noms des autres candidats qui se présentent dans les cantons de nos invités du jour. Paul, on va commencer par le canton du Coteau, dans le nord du département. Et qui est le vôtre de canton, Monsieur Tissot, celui dans lequel vous vous présentez avec Fabienne Stallars, c'est le nom de votre binôme féminin. Il y a 3 autres binômes dans ce département, Joël Girard et Agnès Roffa pour le Front de gauche, Véronique Chavreau et Daniel Fréchet pour l'UMP, et Michel Agrafeil et René Bruat pour le Front National. Alors, juste en dessous du canton du Coteau, le canton de Feur, 3 binômes. Ça, c'est le canton où vous êtes candidate, Madame Robert, avec Charles Perrault, candidate sous l'étiquette d'Hiver Gauche. Alors, je précise que les étiquettes qu'on vous donne sont les étiquettes qui sont fixées par la préfecture. Voilà, donc c'est les étiquettes qui ont été données, qui nous sont données officiellement, et c'est celles que l'on vous donne dans ces listes de candidats. Donc, sous l'étiquette d'Hiver Gauche, Mireille Jacquet-Vernet et Pierre Simone. Et enfin, sous l'étiquette d'Hiver Droite, Marianne Darfeuille et Pierre Véricelle. Ça, c'était donc dans le canton de Feur. On passe au sud du département, cette fois-ci à Firminy, Paul. Le canton de Firminy, qui est celui dans lequel vous vous présentez. Marc Petit, vous êtes accompagné, votre binôme s'appelle Nathalie de sa Ferriole. Il y a une candidature socialiste, Fabrice Corda et Laurence Juban, une candidature de l'UMP, Julien Luyat et Evelyne Suza-Giuliani. Et enfin, une candidature du Front National qui doit rester présent dans tous les cantons avec Jean-Paul Valour et Dominique Vallon. Et puis enfin, le nouveau, si je puis dire, grand canton méridional, puisqu'il y en avait 3 avant et maintenant il n'y en a qu'un, c'est celui du Pilat, où vous vous présentez, Bernard Beaune, avec Valérie Pestelon, candidature sous l'étiquette d'Hiver Gauche, Anne de Beaumont, Pierre Soyer, c'est le binôme d'Hiver Gauche, et puis pour le Front National, Tristan de Clomadoc, je ne me suis pas trompé, très bien, et Juline Pestour. Judith Pestour, excusez-moi pour... Il nous reste 2 minutes, j'ai une toute dernière question, cette fois-ci sur votre technique de campagne. Vous faites campagne en binôme, vous faites campagne seule. Comment, dans cette campagne inédite? En binôme. Moi, j'ai une grosse équipe à faire parce que je me présente là-bas depuis toujours. Et puis, parce que du coup, vos cantons sont beaucoup plus importants qu'ils l'étaient avant. Donc, vous êtes 2 cette fois-ci. Je me posais cette question-là. Une chose qu'on a passée sous silence, ce sont nos suppléants, nos remplaçants. C'est vrai. Et là, on aurait dû aujourd'hui, on s'en parle souvent de binôme, on pourrait parler de quatuor. Parce que véritablement, nous, on fait campagne, on est véritablement un quatuor, on fait des réunions publiques. Binôme, quatuor, seul. Nous, il n'y a pas de changement au niveau du canton. Oui, c'est un travail d'équipe avec les deux titulaires de suppléants et avec aussi un très large comité de soutien, ce qui est le plus important aussi.
Juste, nous, on continue ce qu'on fait toujours, c'est-à-dire une campagne de terrain. On va dans les cafés, Parlement du petit peuple, on va sur les marchés. On ne voit pas nos adversaires d'ailleurs et les gens le savent très bien. On fait du porte-à-porte, on va discuter avec les gens et on leur dit de ne pas s'abstenir. Voilà, c'est important. Bernard Beaune, faites campagne seul ou vous n'avez pas le temps de faire campagne parce que... Si, on fait campagne tout à fait avec le binôme avec lequel je suis et les suppléants qui sont aussi des maires représentants. On a par exemple comme suppléant le maire de Pélussin, donc voilà, on a des suppléants qui sont impliqués aussi dans la vie, donc qui participent à la campagne. Bon, merci beaucoup en tout cas. Bon courage à vous tous pour cette élection départementale. Il est midi, allez, dans une poignée de secondes. La Voix est libre continue, bien sûr, avec le flash. Et puis, juste après, notre débriefing avec nos confrères de la presse ligérienne qui ont donc rien raté de cette émission. Mais d'abord, le news avec Frédéric Yop. Bonjour Frédéric, à la une, bien sûr, le chassé-croisé sur les routes de la neige. Bonjour Olivier, bonjour à tous. En effet, Bison Futé voie rouge aujourd'hui en Rhône-Alpes, puisque c'est la fin des vacances pour les Parisiens qui repartent des stations alpines. Il est conseillé de ne pas circuler entre 9h et 19h dans les grands axes de la région. Et puis, à noter une situation particulière pour la route départementale 117 qui dessert les stations de Val Thorens et des Menuires. Elle est totalement fermée à cause d'un énorme éboulement rocheux cette nuit. La circulation est donc renvoyée sur la départementale 96 uniquement pour les véhicules légers et en alternance. Autorisée dans le sens descente ce matin, elle sera ouverte aux vacanciers qui veulent monter tout à l'heure à partir de 14h. Et vous le voyez, en attendant, les automobilistes sont parqués à hauteur de Moutier et doivent prendre donc leur mal en patience. Manifestation à Roussillon en Isère, cela concerne le transfert de la clinique Saint-Charles de Roussillon vers Salaise-sur-Sanne. Les élus du territoire et le personnel de la clinique se mobilisent car ce transfert n'est toujours pas validé par l'Agence régionale de santé. Selon les manifestants, plus de 200 emplois pourraient être menacés. Les délais d'attente pour les obsèques avec crémation se sont allongés ces dernières semaines dans l'agglomération lyonnaise. Il faut compter 7 jours en moyenne. La cause, un pic de mortalité au mois de janvier. Explication Cécile Banazic et Édouard Blaise. Trouver une date de crémation n'est pas si simple. Pour les familles des défunts, c'est une charge qui s'ajoute au deuil. La famille est venue donc vendredi dernier et a été obligée d'attendre ici une semaine sur les lieux. Donc c'est un peu long quand même, oui. Au crématorium de Bron, l'attente est d'1 semaine toute l'année d'après sa direction. Mais à celui de la Guillotière à Lyon, les délais sont plus longs depuis le mois de janvier. Ce qui n'est pas exceptionnel, c'est pour le mois de janvier, qui est toujours une période relativement forte de notre activité. Mais pour février, normalement, la période descendante arrive à partir de mi-février, alors que là, on est toujours dans une période relativement forte. 8 incinérations ont lieu chaque jour contre 5 habituellement. Le temps d'attente est multiplié par 2. On a vu que certaines familles avaient dû aller pour être dans des délais plus raisonnables de crémation sur un autre département. Parce qu'on assiste en ce moment à un léger pic de mortalité qui se traduit par une activité plus importante et pour l'organisation des funérailles et en termes de crémation. Au mois de janvier, il y a eu 592 morts dans l'agglomération lyonnaise, 60 de plus que l'an dernier. Une des explications possibles serait l'épidémie de grippe. Et un mot de football pour finir, c'est la 27e journée de Ligue 1. Aujourd'hui, les Lyonnais se déplacent à Lille. Un match important pour l'OL qui, sans doute, va essayer de garder sa place de leader du championnat. Le coup d'envoi est à 15h. On en reparlera bien sûr ce soir dans le 19-20. Mais tout de suite, c'est la deuxième mi-temps de la Voix libre. Et c'est présenté par Olivier et Paul. Allez, la voix est libre, l'after, comme disent les amateurs de musique techno, ou pour reprendre le titre de ce roman à l'eau de rose, téléchargé plus d'1 milliard de fois. Donc, regard sur le débat avec 2 confrères de la presse départementale qui vont nous rejoindre dans un instant. Voilà, venez sur ce plateau, messieurs. Julien Corbière, rédacteur en chef de France Bleu Saint-Étienne. Bonjour. Bonjour. Dominique Goubatian, journaliste politique au Progrès. Et Paul Satis de France 3 qui nous livre donc un tweet qui peut lancer du reste notre débat. Oui, vous pouvez d'ailleurs continuer à réagir sur ce qui s'est passé pendant la première heure avec le hashtag sur Twitter LVELRA. Et oui, cette réaction effectivement qu'on trouve intéressante d'Isabelle qui dit première question, c'est comment convaincre les électeurs d'aller voter pour une collectivité qui s'occupe
autant de leur quotidien et la question, évidemment, de l'intérêt pour eux de cette campagne électorale. Est-ce que ce débat, est-ce que l'attitude des candidats qui étaient sur ce plateau vous a semblé susceptible, on va dire, de susciter l'intérêt des électeurs ? Oui, je pense que ça a été un débat correct où il y a eu quand même une explication de ce que faisait le Conseil général. Et on a bien vu qu'il était présent au quotidien des habitants de ce département comme les autres d'ailleurs. Et je pense que les électeurs ont tout intérêt à aller voter parce qu'il y a quand même un enjeu financier important, plus de 766 millions d'euros qui est dépensé chaque année par le Conseil départemental de la Loire. Et on voit bien que ça touche, vous l'avez évoqué, à travers les thèmes du vieillissement, des personnes âgées. Voilà. Donc là, on voit que l'intérêt de cette élection. Il y a un intérêt évident dans ces élections, comme dans les anciennes élections cantonales, encore plus fort, parce qu'on est en train de redéfinir les compétences de ces collectivités. Le problème, c'est le mode d'emploi pour les électeurs, et on l'a vu à travers votre micro-trottoir qui est très révélateur finalement au début. On a beau travailler, on peut toujours dire que c'est la faute des médias, hein. Parfois on l'entend de la part des politiques, mais en l'occurrence c'est pas le cas. Les électeurs, ils ont du mal à comprendre ce mode d'emploi. On a changé le périmètre des cantons, il y a certains électeurs qui changent de bureau de vote. C'est une petite révolution quand on vote depuis 10, 20, 30 ou 40 ans dans le même bureau. Il y a vraiment une élection qui aura eu autant de bouleversements que celle-ci. C'est très compliqué. Il y a des binômes hommes-femmes. C'est aussi une petite révolution dans la vie politique nationale. Il faut l'expliquer. Et puis derrière, il y a les thèmes de campagne. Et les thèmes de campagne, ils sont parfois aussi pollués par l'actualité politique nationale. Ne serait-ce que celle de la semaine dernière, c'est pas évident pour les candidats de faire campagne. Ce matin, on l'a vu qu'il y a dans les discours, les enjeux nationaux affleurent en fait très régulièrement. Oui, tout à fait. Oui. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a des partis qui souhaitent nationaliser cette élection. On voit bien avec le Front National, hein, qui lui, bon, a ses thèmes traditionnels, j'allais dire, qu'il emploie dans toutes ces élections. Et après, bon, ceux, j'allais dire, qui sont déjà élus, ils essayent de parler un peu du quotidien et de cette gestion de l'argent ce matin dans le débat. Vous, en tant que spectateur, un décalage, si je puis dire, là-dessus, sur le type de discours, ce niveau de discours. Je ne sais pas si c'est un décalage, mais Dominique a raison. Le débat, il a commencé par 2 prises de parole. Vous avez ouvert la parole et, comme par hasard, c'est Sophie Robert et Marc Petit qui ont pris la parole tout de suite. L'une pour contester la politique nationale et accuser les partis politiques dits traditionnels de vouloir détruire le département, et l'autre pour être sur des thèmes politiques très nationaux aussi. Donc ils observent ça, et d'ailleurs dans les faits, il n'y a pas d'alliance, ne serait-ce que, bon, évidemment à droite, mais ne serait-ce qu'il n'y a pas ou peu d'alliance à gauche. Et c'est ça aussi qui est intéressant. C'est-à-dire qu'à un moment où la gauche est divisée, subit, je ne fais pas tous les sondages, mais enfin des revers politiques assez forts, il n'y a pas d'alliance. Le Front de gauche veut tirer les marrons du feu de ces élections départementales. Dominique, est-ce qu'il y a un semblant de suspense dans ces élections départementales dans la Loire, pour dire les choses clairement? Non, du suspense, il y en a eu, bon, en 2011, c'est évident, et encore au 3e tour, c'est-à-dire pour l'élection du président. C'était étonnant en 2011, hein. À la fin de l'élection, on ne savait pas qui avait gagné. Voilà, tout à fait. Et donc il a fallu attendre le jour de l'élection du président. Et cette fois-ci, et c'est là où il y a un problème à gauche. Alors, on voit bien que le Front de gauche ne veut absolument pas s'allier avec le Parti socialiste. Et sur le plan départemental, parce qu'il y a ces clivages sans cesse que l'on entend au niveau national. Et je pense que là, c'est dommage pour la gauche. Bon, alors il y a bien quelques cantons où elle essaye un semblant d'union, mais chaque fois, il y a toujours... pardon ? 5 cantons sur 20 où il y a une... Oui, voilà. Donc, il y a quand même une quinzaine de cantons où le Front de gauche et le Parti socialiste sont quand même concurrents. Donc là, ils se tirent une balle dans le pied, quoi. Enfin, je veux dire, ça va être compliqué pour eux d'avoir un espoir de remporter ce département. Le Front National partout au 2e tour, c'est assez crédible, Julien ? Crédible, je ne sais pas. En tout cas, le département de la Loire n'est pas classé par les instituts de sondage qui ont été faits par plusieurs instituts, n'est pas classé comme un département où il peut y avoir des élus Front National. Mais au 2e tour, il y a quand même, je pense à la vallée de l'Ondaine, tous les partis politiques tombent d'accord sur ce scénario, des chances de voir des candidats Front National arriver en tête à l'issue du 1er tour. Et donc,
jouer un rôle dans le second tour. Et ce qui va être intéressant, et c'est à mon sens la première fois que ça va se dessiner à ce point-là, c'est de voir comment va se décliner au niveau local le débat sur les alliances UMP, Front National qu'on a eu il y a 2 semaines ou 3 semaines en France, parce que là il y a des vraies questions qui vont se poser. On a entendu un discours extrêmement clair, il faut le dire, aujourd'hui, de Bernard Bonne, le président sortant UMP du Conseil général de la Loire, pas d'alliance, il le dit tout de suite et je pense qu'il aura l'occasion de le redire. Il y a des endroits dans le département où les questions vont se poser de manière sans doute différente d'ici un mois. Donc ce qui sera susceptible évidemment de pouvoir potentiellement faire exploser une majorité. À voir. On n'en est pas là encore une fois. Je pense que c'est pas aussi stratégique que ça, à la fois pour le Front National et pour les autres partis. La Loire n'est pas le département qui pourrait faire l'événement de ce point de vue-là. Mais on peut avoir ici ou là des cantons où la question va se poser. Même si la Loire est un département où ces dernières années, le vote Front National est relativement fort et relativement stable. Je citais la vallée de Mondaine, Firminy, vous aviez un conseiller général sortant de Firminy sur ce plateau. C'est un endroit, Jean-Paul Valour, le candidat du Front National, avait fait un score aux dernières municipales, il avait fait un score aux dernières législatives, on en parlait avec Dominique. C'est un endroit qu'il faudra surveiller. Et d'ailleurs, pour le Front National, en 2011, il était déjà présent dans 5 cantons au 2e tour. Bon, c'est pas pour ça qu'il est rentré ensuite au Conseil général. C'est une question intéressante, parce que la présence au second tour va être très importante. Mais des victoires du Front National sur certains cantons posent plus de problèmes. On sait pour le Front National d'avoir des majorités de plus de 50%. Est-ce que, en tout cas dans le département de la Loire, il est possible qu'il y ait des conseillers départementaux, pas généraux. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait des conseillers départementaux à l'issue de ce scrutin? Est-ce que ça vous semble crédible à vous? Moi, ça me semble difficile quand même. Déjà, pour le Front National, ce type d'élection est compliqué. Donc, je vois mal, en plus, ce qui a été déclaré tout à l'heure durant le débat, les positions franches de Bernard Bonne et des autres candidats de gauche. Il n'y aura pas d'alliance, de toute façon, avec les candidats du Front National. Alors, après, les électeurs de l'UMP ou de l'UDI peuvent, bien sûr, sans aucun problème, voter pour le Front National. Mais la moitié, on a vu un sondage cette semaine du Figaro, moitié de l'IFOP qui disent qu'ils peuvent aller voter pour le Front National, les électeurs de l'UMP. Mais sincèrement, je pense que dans la Loire, ce sera compliqué pour le Front National d'avoir des élus. Je voudrais revenir au débat. Est-ce que vous avez pu entendre des propos, des propositions? Est-ce qu'il y a d'autres, phrases qui vous ont marqué sur les 2 thèmes principaux qu'on a abordés, la question, de l'emploi et de la prise en charge des personnes âgées? Marge de manœuvre extrêmement réduite pour tous les élus. Emploi, personnes âgées, baisse des dotations, les impôts qui rentrent de moins en moins, les économies à faire. On s'aperçoit que dans tous les domaines, c'est très compliqué. Jean-Claude Tissot, le candidat socialiste du Coteau, a essayé de développer des mesures. Il a essayé de gratter quelques millions d'euros ici ou là, on l'a entendu, mais on se rend compte que tous les élus en sont là, et Bernard Bonne l'a expliqué aussi. Donc c'est compliqué pour ces candidats, ces représentants de grands partis, de faire rêver les électeurs pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure et pour les raisons financières qui existent. D'autant qu'il y a des vraies questions qui se posent dans ces élections de financement de grands projets d'infrastructure. Je prends l'exemple de la 45, on demande 211 millions d'euros au département. Et il va quand même falloir à un moment que la les 45 élus, juste pour les candidats ensemble de la région, c'est le doublement de l'autre autoroute attendue par le milieu politique et stéphanois entre Lyon et ligérien en général, entre Lyon et Saint-Étienne pour désengorger l'actuelle autoroute, effectivement. 211 millions d'euros. 211 millions d'euros. Et quand on voit la complexité pour boucler un budget aujourd'hui dans un conseil général comme celui de la Loire, on se demande comment on peut encore rajouter de l'investissement à cette hauteur de plus de 210 millions d'euros. Ça va être quand même un sacré casse-tête chinois, quoi. Est-ce que le fait qu'il y ait une discussion parlementaire qu'on a un peu évoquée en ce moment sur le 3e volet de la loi de la réforme territoriale qui concerne justement les compétences de chacune des collectivités et le fait qu'on ne sache pas très précisément encore quelles compétences aura le Conseil général au terme du vote de cette loi, est-ce que ça handicape considérablement cette campagne? Ah oui, parce que être candidat aujourd'hui dans cette élection, ça ne doit pas être simple, parce que déjà, les cantons ne sont plus les mêmes, donc il faut que chacun retrouve un peu son périmètre. Ensuite, c'est vrai, on ne connaît pas encore exactement, même si Jean-Claude Tissot a dit qu'on pouvait imaginer telle ou telle compétence rester au Conseil général et d'autres partir à la région, mais c'est vrai que c'est difficile pour eux de faire campagne. Alors on sait bien
bien que le social restera au Conseil général, que les collèges aussi, qui sont un peu les deux pôles principaux du Conseil général. Mais après, pour le reste, c'est vrai, c'est assez surréaliste, quoi, de faire campagne alors qu'une loi n'est pas encore votée. Enfin, on nous parle du 10 mars, il y en a qui nous disent après le premier tour. Oui, c'est ça. On avait évoqué même le mois de juin. Oui, donc, voilà. Et ça pourrait durer longtemps. Et on a bien senti, notamment chez les parlementaires, mais j'imagine dans la Loire, comme dans d'autres départements, qu'il fallait très vite faire œuvre de pédagogie auprès des électeurs et des élus. Alors ils ont envoyé des messages. Par exemple, on a vu très vite des parlementaires ligériens, que je ne citerai pas mais que vous devinerez peut-être, éclaircir la lanterne des élus et des ligériens sur les collèges. À un moment, il était question que les collèges repassent à la région. Aujourd'hui, c'est pas totalement acté, manifestement, au niveau de l'Assemblée, mais le message passe comme ça. C'est très compliqué parce que déjà que les hommes politiques et femmes politiques, puisqu'il faut en parler avec ces binômes, ont du mal à passer le message, à regagner en crédibilité. Là, ils doivent vraiment, encore une fois, expliquer le mode d'emploi de l'élection et faire campagne en même temps. Messieurs, je voudrais vous demander quel retour vous avez de vos auditeurs, de vos lecteurs sur cette élection. Est-ce que, voilà, juste, voilà, pour qu'on mesure un peu l'intérêt, si je puis dire, ou les attentes de Je de pense votre que public. le micro-trottoir que vous avez passé en début d'émission, bon, c'est un peu le reflet de ce qu'on entend nous aussi. Qu'est-ce que c'est cette élection? À quoi ça sert? Pour qui on va voter? Où je vote? Parce que quand même une ville comme Saint-Étienne, il y a 30% des électeurs qui vont plus voter dans le même bureau que la dernière fois. Donc là, voilà. Et c'est vrai que là, on est un peu perdu, quoi. Enfin, les électeurs, nous qui en parlons presque au quotidien, bon, ça va, on commence un peu à comprendre. Mais sinon, c'est vrai que c'est très très difficile pour les électeurs aujourd'hui. C'est une préoccupation sur l'antenne de France Bleu, Julien? C'est une préoccupation, évidemment, on va couvrir, parce que c'est notre travail, parce qu'on aime ça, on aime la politique. C'est pas facile toujours d'amener les auditeurs sur ces élections-là, mais les thèmes intéressent. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir finalement. Je parlais de la 45 tout à l'heure, les thèmes que vous avez abordés pendant ce débat, la dépendance et d'autres thèmes liés au fonctionnement du Conseil général. À chaque fois qu'on fait des reportages là-dessus, qu'on ouvre l'antenne ou que vous ouvrez vos colonnes, ça intéresse, les gens sont présents. Donc peut-être que cette élection va réussir à mobiliser. Une abstention autour de 50%, elle est plus que probable, elle est même déjà prévisible. Elle était déjà de 55%. 55% déjà en 2011. Et c'est vrai que nous, les médias, on a un rôle pédagogique à jouer. D'ailleurs, bon, nous, comme Julien, on le fait aussi dans nos colonnes chaque semaine, en expliquant vraiment ce qu'est le Conseil général. Mais voilà, on ne peut pas tout dire parce que la loi n'est pas votée. Merci beaucoup. Merci à vous deux d'avoir fait le déplacement. Dominique Goubatian, journaliste politique au Progrès, dont voici la une ce matin. Dominique, elle est consacrée donc à des personnes qui ont foncé sur des policiers. Sur des policiers à Firminy, c'était cette nuit. Voilà, c'était hier. Et puis Julien Corbière, rédacteur en chef à France Bleu Saint-Étienne, que vous retrouvez sur 100.2 et 101.8. La voix est libre, le temps des remerciements. Merci donc à Adrien Gros-Radenès, Bérénice Dalmé, Frédéric Gramont, Xavier Dang, Mathieu Perret, Éric Bontemps et à tous ceux qui sont derrière les caméras et en régie. La voix est libre était réalisée par Denis Milan. Avant de se quitter, je vous donne d'abord rendez-vous la semaine prochaine, ici même, avec Paul Satis, pour le second débat des départementales. Et nous avons choisi de le consacrer au département de l'Ain, qui, un peu contrairement à la Loire, est un département à gros enjeux, puisque lui pourrait basculer de gauche à droite. La formule est la même, un débat avec 4 invités et le débriefing ensuite avec des confrères de la presse départementale. Et puis à voir dès cet après-midi sur France 3, 15h15, un documentaire sur les mariages mixtes à travers le témoignage de 5 couples qui se retrouvent régulièrement dans un café pour échanger sur leur vie quotidienne. Le documentaire s'appelle Café Couple. 1 heure plus tard, l'indispensable chronique d'en haut, Laurent Guillaume vous emmène au vent dans un paysage de steppe bien de chez nous, l'Aubrac, un plateau granitique situé au sud du Massif central. Voilà, j'en ai fini avec l'instant speakerine. À suivre le 12-13. Bonne journée à tous et puis longue vie et prospérité.